Mes parents m'ont mis à la porte de ma chambre, car ma sœur et ses enfants voulaient emménager. Reste au sous-sol pour l'instant, a exigé mon père. Ensuite, ils ont augmenté mon loyer à 1,4 cents. Alors, j'ai planifié ma sortie, et je les ai regardés perdre la tête. Vous connaissez ces histoires que vous faites défiler à 2 heures du matin? Celles qui parlent de familles tellement détraquées, que vous vous demandez si elles sont bien réelles? Il y a 3 mois, je suis devenu l'une de ces histoires. Prenez du popcorn, et profitez du spectacle. Je m'appelle Colton, j'ai 19 ans, je suis un homme, ouvrier d'usine à temps partiel, étudiant en ingénierie à temps plein à l'université d'État, et apparemment, paillasson familial à temps plein. Du moins, je l'étais. Je vivais dans ma chambre d'enfance, payant $350 de loyer par mois à mes parents, tout en jonglant avec des quarts de travail de 12 heures le week-end, et une charge de cours qui ferait pleurer la plupart des gens. J'avais un plan, économiser, obtenir mon diplôme, et partir. J'avais environ $6 000 sur mon compte d'épargne, fruit de 2 ans de labeur, et j'étais censé emménager chez moi d'ici l'été. Le travail à l'usine était brutal. Nous fournissions des matériaux d'emballage à la moitié des entreprises du comté. Mon boulot consistait à charger des camions, démonter des palettes, et faire tout le sale boulot nécessaire. La paie était correcte pour un job à temps partiel. Et surtout, personne ne se souciait des drames familiaux. C'était le seul endroit où je pouvais respirer. Maintenant, laissez-moi vous parler de ma sœur aînée, et de la façon dont elle a décidé de gâcher mes projets. Vicky a 27 ans, c'est une mère célibataire de 2 enfants qu'elle traite plus comme des accessoires que comme des êtres humains, et elle est divorcée d'un gars nommé Jason. Selon la légende familiale, Jason était la pire personne ayant jamais existé. Ce qui est drôle avec Jason, cependant, c'est qu'à chaque fois que je parlais vraiment au gars, il semblait plutôt normal. Il venait aux événements de ses enfants, payait la pension alimentaire à temps, et ne disait jamais un mot méchant sur Vicky, même après tout ça. Le mariage s'est effondré parce que Vicky refusait de travailler, dépensait l'argent qu'il n'avait pas, et piquait des crises quand Jason suggérait qu'elle pourrait peut-être contribuer au foyer autrement qu'en publiant sur Instagram. Bref, Vicky a toujours été l'enfant chéri. J'ai accepté cette réalité vers l'âge de 11 ans, quand mes parents l'ont emmené en grandes vacances pour ses 16 ans, mais m'ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens de m'offrir un cadeau pour mes 12 ans. Par contre, ils avaient les moyens de rénover sa chambre, 2 fois, et de lui acheter une voiture pour ses 17 ans. Moi, j'ai eu une carte de bus, et une leçon de morale sur le fait de gagner sa vie. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai trouvé un job dans un fast-food, et j'ai économisé pendant 8 mois pour acheter une Corolla vieille de 15 ans, avec 320,000 km au compteur. Mes parents n'ont pas versé un centime, mais ils avaient certainement leur avis sur la façon dont je devrais être reconnaissant d'apprendre la responsabilité. Ma mère, Donna, part du principe que la vie de Vicky est plus dure que la mienne. Être mère célibataire est épuisant, Colton. Elle fait de l'anxiété, Colton. Tu ne comprends pas la pression qu'elle subit, Colton. Cette femme ne m'a jamais posé une seule question sur ma fac, mon travail, ou mes projets d'avenir. Mais elle peut réciter toute la vie de Vicky en boucle. Mon père, Vince, est pire. C'est le genre de type qui a atteint son apogée au lycée, qui parle de ses jours de gloire à la moindre occasion, et qui a passé 30 ans à être aigri parce que le monde ne lui a pas donné tout ce qu'il pensait mériter. Il passe cette amertume sur la personne la plus accessible. Généralement, moi. Tout ce que je faisais était mal. Mes notes n'étaient pas assez bonnes, même quand j'étais sur la liste du doyen. Mon travail n'était pas assez prestigieux, même si je payais mes propres factures. Mes loisirs étaient une perte de temps. Il m'a dit un jour que je n'arriverais jamais à rien, parce que je n'avais pas la motivation de Vicky. Vicky, qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 5 mois dans toute sa vie. Il avait un avis sur tout ce que je faisais. Pendant ce temps, Vicky ne pouvait rien faire de mal. Ses échecs étaient dus aux circonstances. Ses mauvais choix étaient de la malchance. Son besoin constant de renflouement financier n'était que la famille qui est de la famille. Ce 2 poids, 2 mesures aurait été drôle si ce n'était pas ma vraie vie. La seule personne de la famille élargie qu'il a jamais dénoncée était ma grand-tante Marlène, la tante de mon père. Elle avait 82 ans, toute sa tête, et contrôlait l'accès à la succession de mes grands-parents. Mes parents la léchaient depuis des années, espérant être bien placés le moment venu. Mais Marlène m'avait toujours lancé un regard lors des réunions de famille, le genre de regard qui disait qu'elle voyait exactement ce qui se passait, même si elle ne le disait pas tout haut.
Alors, quand Vicky a annoncé en mars qu'elle perdait son appartement parce qu'elle ne pouvait pas payer le loyer, une terreur familière s'est installée dans mon estomac. Je savais ce qui allait arriver. Je ne m'attendais juste pas à ce que ce soit aussi brutal. La conversation a eu lieu un mardi soir. Je venais de rentrer d'un quart de 8 heures à l'usine, encore couvert de poussière de carton et sentant la colle industrielle. Mes mains étaient à vif à force de démonter des palettes. Mon dos me faisait mal à force de charger des camions. Je voulais une douche et mon lit, dans cet ordre. Mes parents étaient assis à la table de la cuisine, arborant des expressions assorties de grave inquiétude. Jamais bon signe. Mon père n'a pas perdu de temps. Vicky et les enfants emménagent. Ils ont besoin de ta chambre. J'ai marqué une pause. Puis j'ai posé mon sac. Alors, où est-ce que je suis censé dormir? Au sous-sol. On va bien l'aménager. Le sous-sol qui est inondé à chaque fois qu'il pleut. Ma mère est intervenue de sa voix apaisante. C'est temporaire, Colton. Ta sœur a besoin de soutien en ce moment. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Je comprenais. Juste pas ce qu'il pensait que je comprenais. Ensuite est venue la conversation sur le loyer. Le visage de mon père a pris cette expression condescendante. Il a dit que la situation du loyer devait changer de toute façon. Avec plus de gens dans la maison, les dépenses allaient augmenter. Il pensait que $1 400 par mois était une contribution équitable. 1,4 cents. J'ai fait le calcul instantanément. Je gagnais environ 1,6 cents par mois à l'usine, en travaillant 30 heures par semaine. Après les frais de scolarité, les livres, l'essence pour aller au campus et au travail, l'assurance auto, la facture de téléphone, et le coût de base pour rester en vie, il me restait peut-être $300 d'économie réelle. Il demandait de l'argent qui n'existait littéralement pas. J'aurais dû arrêter l'école et travailler à temps plein, juste pour me payer un futon au sous-sol dans une pièce inondable. Ma mère a essayé d'adoucir la chose. J'étais un jeune homme sans enfant ni vraie responsabilité. Vicky avait 2 enfants qui dépendaient d'elle. Sûrement, je pouvais comprendre que leurs besoins étaient plus grands que les miens. Je travaillais 30 heures par semaine, tout en suivant 15 heures de cours crédités et en maintenant une moyenne de 3,4, mais bien sûr, pas de vraie responsabilité. J'aurais pu argumenter. J'aurais pu souligner chaque cas de favoritisme des 19 dernières années. J'aurais pu demander pourquoi les mauvais choix de vie de Vicky devenaient toujours mon problème à résoudre. Au lieu de cela, je n'ai rien dit. J'ai ramassé mon sac à dos, je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte, et j'ai commencé à planifier ma sortie. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis dans le noir, à faire des calculs, à envisager des possibilités, et à réaliser lentement quelque chose qui aurait dû être évident il y a des années, ma famille ne me voyait pas comme une personne. J'étais une ressource, un corps commode pour absorber le trop-plein des désastres perpétuels de Vicky, et il ne comprenait sincèrement pas pourquoi je pourrais avoir un problème avec ça. 1,4 cents pour un futon au sous-sol. L'audace pure de la chose revenait en boucle, faisant grimper ma tension artérielle à chaque fois. Vers 4 heures du matin, j'ai envoyé un SMS à mon meilleur ami, Alan. Alan et moi étions inséparables depuis la première année de lycée. On s'était rencontrés en retenue, tous les deux là pour des raisons qui n'étaient pas de notre faute, lui pour avoir dit à une prof exactement ce qu'il pensait de son système de notation, moi pour m'être défendu quand un type 2 fois plus gros que moi a décidé qu'il n'aimait pas ma tête. C'était le genre de gars qui débarquait sans qu'on le lui demande, qui aidait sans compter les points. Sa propre situation familiale avait déraillé quelques années auparavant. Son père s'était tiré quand il avait 15 ans. Sa mère s'était remariée avec un type qui avait clairement fait comprendre qu'Alan n'était pas le bienvenu chez lui. À 17 ans, Alan vivait chez sa grand-mère. À 18 ans, il avait son propre appartement. Il louait un 2 pièces depuis 1 an. Son frère aîné était censé être son colocataire, mais il s'était désisté pour un boulot dans un autre état au bout de 3 mois, laissant Alan avec une chambre en trop et un loyer qu'il pouvait à peine couvrir seul. Il avait passé des annonces pour un colocataire, mais n'avait trouvé personne de confiance. Je lui ai donné la version courte, les parents triplent mon loyer, me déménagent au sous-sol, ma sœur emménage, j'ai besoin de partir. Sa réponse est arrivée en 3 minutes. La chambre d'amis est vide depuis 6 mois. Si tu la veux, elle est à toi. On réglera les détails demain. C'est ça, le truc avec les vrais amis. Ils ne vous obligent pas à vous justifier quand vous vous noyez.
Il vous lance juste la corde. Nous nous sommes retrouvés le lendemain dans un resto près du campus. Alan avait l'air d'avoir passé une nuit blanche. Il travaillait à la sécurité d'un entrepôt, des quarts de nuit qui payaient juste assez pour couvrir ses factures. Entre son emploi du temps et le mien, nous avions l'habitude de fonctionner avec un minimum de sommeil. Il s'est glissé dans la banquette et est allé droit au but. Alors, c'est quoi le plan? Tu as besoin de sortir vite, ou tu as besoin de sortir discrètement? Les deux. Ils ne doivent rien savoir tant que je ne suis pas prêt. Il a hoché la tête lentement. Il te faut combien de temps? Quelques semaines, peut-être un mois. Vendu. On va s'arranger. Il a fait signe à la serveuse pour du café. Ta famille va péter un câble quand ils comprendront ce qui s'est passé. C'est un peu le but, ai-je répondu avec un sourire. Il a exposé les détails simplement. La chambre d'amis avait un lit, un bureau et un placard. L'appartement était petit, mais propre. Le propriétaire ne se mêlait de rien tant que le loyer arrivait à l'heure. Je pouvais emménager quand je voulais. Il avait aussi un plan pour ma voiture. Si je laissais ma voiture chez mes parents la nuit, il supposerait que j'étais à la maison. Il viendrait me chercher après mon apparition du soir, et me redéposerait le matin. Nous avons planifié le timing, repéré des places de parking où sa voiture ne serait pas remarquée, et même établi des itinéraires de secours au cas où quelqu'un serait réveillé à l'improviste. Le gars traitait mon évasion familiale comme un film de braquage. J'appréciais cela plus que je ne pouvais le dire. Le lendemain matin, j'ai dit à mes parents que j'acceptais leurs conditions, j'ai souri, et j'ai hoché la tête quand ma mère a expliqué le calendrier de l'arrivée de Vicky. J'ai même aidé mon père à débarrasser quelques bricoles du sous-sol, et j'ai fait semblant d'être reconnaissant pour le futon qu'ils avaient commandé. La clé d'une bonne stratégie de sortie, c'est de s'assurer que personne ne la voit venir. J'ai commencé à déménager mes affaires la semaine même. Jamais tout d'un coup. Jamais rien d'évident. Quelques cartons de livres et de jeux chez Alan le mardi, quelques vêtements le jeudi. Mon PC de jeu soigneusement démonté le samedi, quand mes parents sont allés à un barbecue de quartier où ils étaient invités. Mes parents ont regardé la télé dans le salon jusqu'à 23h, puis sont allés se coucher. J'avais un créneau d'environ minuit à 5h30 où personne ne bougerait dans la maison. Je l'ai testé 3 fois avant de commencer les vraies extractions. J'ai marché dans la maison à différentes heures. J'ai vérifié quelle porte grinçait, découvert que la porte latérale était plus silencieuse que celle de devant. J'ai découvert que la lumière à détecteur de mouvement dans le jardin avait une zone morte si on longeait la clôture. Au moment où j'étais prêt à déménager les grosses affaires, j'avais toute l'opération cartographiée. Mon collègue à l'usine, un gars nommé Garrett, m'a aidé pour les charges lourdes. Il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit, la famille, c'est censé être les gens qui te soutiennent. Mais parfois, le sang signifie juste que tu es lié à des gens qui te saigneraient à blanc si tu les laissais faire. Il a dit que la chose la plus intelligente qu'il ait jamais faite, c'était d'apprendre la différence. Garrett avait un camion. Il m'a laissé l'emprunter 2 fois pour déplacer les objets les plus encombrants. Il n'a pas demandé d'argent pour l'essence. Il n'en a pas fait toute une histoire. Il m'a juste lancé les clés en me disant de le ramener quand je voulais. Au moment où Vicky est arrivée avec ses 2 enfants et assez de bagages pour une croisière d'1 mois, je dormais déjà chez Alan depuis une semaine complète. Ma chambre chez mes parents contenait exactement ce que je voulais qu'ils voient, des meubles dont je me fichais, des vêtements que je ne portais jamais, et assez d'objets personnels pour maintenir l'illusion. La représentation était sur le point de commencer. Les enfants de Vicky étaient exactement aussi terribles que dans mes souvenirs. Braxton avait 8 ans, il était pourri gâté, bruyant, et totalement incapable d'entendre le mot « non ». Il avait été élevé en croyant que le monde entier existait pour servir ses besoins, et il répondait à toute résistance par des crises de hurlements capables de briser du verre. Le gamin n'avait jamais fait face à une conséquence de sa vie. La réponse de Vicky à ces crises était toujours la même, elle soupirait dramatiquement, lançait un regard noir à quiconque l'avait contrarié, et lui donnait ce qu'il voulait. Je l'ai regardé piquer une crise complète dans la cuisine le 3e jour, parce que ma mère lui avait servi des nuggets de poulet qui n'avaient pas la bonne forme. Il voulait des dinosaures, et elle avait fait des cercles. Les cris ont duré 20 minutes. Ma mère s'est excusée et a promis d'acheter le bon genre la prochaine fois. C'est là que j'ai su que ça allait être pire que prévu. Paisley avait 5 ans, plus calme que son frère, mais 2 fois plus destructrice.
Elle avait le don de trouver l'objet le plus précieux dans n'importe quelle pièce et de le détruire. Elle avait ruiné 2 des vases de ma mère dès la première semaine, gribouillé sur le mur de la salle à manger, jeté un rouleau entier de papier toilette dans les toilettes de l'étage, et provoqué un débordement qui a endommagé le plafond du dessous. Ma mère a blâmé les vases pour être au mauvais endroit, les murs pour ne pas être lavables, et le plombier pour avoir surfacturé. Jamais l'enfant, jamais le parent. Les coups durs ont continué. 2e semaine, Braxton a jeté les lunettes de lecture de mon père dans les toilettes. Mon père en a acheté de nouvelles et n'a rien dit. 3e semaine, Paisley a trouvé la trousse de maquillage de ma mère et a redécoré le miroir de la salle de bain avec du rouge à lèvres. Ma mère a nettoyé et a appelé ça de l'expression artistique. 4e semaine, les 2 enfants ont réussi à entrer dans le garage et ont renversé 3 étagères d'outils de mon père. Personne n'a été puni. Vivre dans la même maison que ces 2 agents du chaos, même temporairement, exigeait une vigilance constante. J'ai commencé à garder mes objets de valeur restant cachés. Tout ce à quoi je tenais vraiment partait chez Alan, pièce par pièce. Ma chambre est devenue un leurre rempli de choses que je pouvais me permettre de perdre. Le sous-sol était inhabitable. Le futon est arrivé endommagé. L'une des barres de support était tordue, et il s'affaissait au milieu comme un triste hamac. L'unique fenêtre du sous-sol était trop petite pour laisser entrer une lumière significative, et tout l'espace sentait le moisi et le linge oublié. Il y avait des toiles d'araignée dans chaque coin. Le sol en béton était perpétuellement humide, même quand il n'avait pas plu. La chaudière faisait des bruits suggérant qu'elle était à un mauvais jour d'exploser. La première nuit où il a vraiment plu, je suis descendu pour trouver un petit lac se formant près du chauffe-eau. Le drain dans le sol avait refoulé, envoyant 5 cm d'eau trouble à travers la moitié du sous-sol. Le futon était trempé. La solution de mon père a été de me dire de mettre des serviettes et de m'en occuper. 1,4 cents par mois pour ça. Non pas que j'y dormais vraiment. Chaque nuit vers minuit, une fois que mes parents dormaient et que Vicky était occupée à scroller frénétiquement sur le canapé, je me glissais par la porte latérale et retrouvais Alan au point de rendez-vous habituel au bout du pâté de maison. Il me ramenait chez lui. Puis il me redéposait avant 6 heures du matin pour que je puisse prendre une douche et maintenir l'illusion. Alan trouvait toute l'opération hilarante. Il a commencé à l'appeler « la grande évasion », avec des mises à jour et des briefings de mission à chaque fois que j'arrivais. Il laissait des collations sur mon lit comme des colis humanitaires, et avait dessiné une banderole de bienvenue disant « camp de réfugiés », avec un détail artistique étonnamment bon. Une nuit, il m'a accueilli à la porte avec le visage peint en camouflage complet, en me saluant militairement, et m'a presque fait réveiller son voisin du dessous à force de rire. 2 semaines après l'emménagement de Vicky, les choses ont escaladé. Je suis rentré de l'usine pour trouver Braxton dans ma chambre. Il avait réussi à contourner le verrou que j'avais installé, et il était assis sur mon lit, jouant avec quelque chose. Quand je me suis approché, mon estomac s'est noué la montre de mon grand-père. La seule chose qu'il m'avait laissée quand il est mort, alors que j'avais 12 ans. C'était une simple montre de terrain, mais elle signifiait tout pour moi. Je l'avais cachée dans le tiroir de mon bureau sous de vieux papiers. Braxton avait enlevé le panneau arrière. Il l'avait forcé avec quelque chose de pointu. Des pièces étaient éparpillées sur mon lit. Le verre du cadran était fissuré. « Qu'est-ce que tu fais ?» Ma voix est sortie plate. Braxton a levé les yeux, surpris. Je voulais voir comment ça marchait. C'était à mon grand-père. Il est mort. C'est tout ce qu'il me reste de lui. Les lèvres du gamin ont commencé à trembler. Ça y est, j'ai pensé. Maman. Colton est méchant avec moi. Vicky est apparue dans l'encadrement de ma porte en moins de 30 secondes. Mode maman ours activé. Pourquoi tu cries sur mon fils? J'ai tenu les morceaux de la montre. Il est entré par effraction dans ma chambre verrouillée et a détruit ceci. C'était à notre grand-père. Sa réponse a failli me faire exploser la tête. Il a 8 ans, Colton. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Tu n'as qu'à pas laisser des objets de valeur là où les enfants peuvent les trouver. Tu surréagis, comme toujours. Quelque chose en moi est devenu froid. Pas le genre explosif. Le genre où tout devient vraiment clair. Tu sais pourquoi ton gamin pense qu'il peut faire ce qu'il veut. Parce que tu ne lui as jamais dit non une seule fois. Tu ne lui as jamais appris que les affaires des autres ont de l'importance. Ne t'avise pas de me dire comment élever mes enfants. Quelqu'un doit le faire,
parce que tu élèves un gamin que personne ne pourra supporter. Et quand il aura 30 ans et vivra encore dans le sous-sol de quelqu'un parce que le monde ne tourne pas autour de lui, ce sera de ta faute. Le visage de Vicky est passé par environ 6 nuances différentes d'indignation. Tu es juste jaloux. Tu as toujours été jaloux de moi. C'est ça le vrai problème. Tu as raison sur un point. C'est une question d'attention. Le genre où je suis blâmé pour tout et où on te passe tout. Mais j'ai fini de jouer à ce jeu, tu es tellement dramatique. Tu l'as toujours été, et tu es une sangsue. Mais au moins, moi, je peux changer. Je lui ai dit de sortir de ma chambre. Elle a soufflé et a attrapé Braxton, me lançant un regard qui promettait que ce n'était pas fini. Je pouvais l'entendre se plaindre à ma mère en bas, disant que j'avais, traumatisé, son précieux bébé. Cette nuit-là, j'ai déménagé le reste de mes véritables affaires chez Alan. Les morceaux de la montre sont allés dans une petite boîte. Je trouverais bien quelqu'un pour la réparer un jour, mais le fait qu'elle soit cassée m'avait donné quelque chose d'inattendu, la permission. La permission d'arrêter de faire semblant, d'arrêter de jouer un rôle, d'arrêter d'être le fils et le frère qu'il voulait que je sois. Le compte à rebours de la révélation avait officiellement commencé. Vivre deux vies s'est avéré plus facile que prévu quand personne ne fait attention à vous de toute façon. Ma routine est devenue une horloge suisse, arrivée chez mes parents vers 18h. Manger le dîner disponible, généralement des restes puisque ma mère cuisinait désormais principalement pour Vicky et les enfants. Faire la conversation que personne n'écoutait vraiment. Me retirer au sous-sol. Déranger le futon pour qu'il ait l'air d'avoir servi. Attendre que la maison devienne silencieuse. Rouler jusque chez Alan. Dormir dans un vrai lit. Revenir avant l'aube. Douche. Aller en cours ou au boulot. Répéter. L'attention aux détails était presque satisfaisante. Je gardais un verre d'eau spécifique sur la table de nuit du sous-sol, à moitié vide, remplacé chaque jour pour qu'il ne se forme jamais de film. Je laissais la salle de bain légèrement humide après ma douche du matin. Je m'assurais que ma brosse à dents était toujours dans le porte-brosse au bon angle. Je mettais une alarme pour 6h30 que j'annulais avant qu'elle ne puisse réveiller qui que ce soit, juste au cas où il le remarquerait. Toutes les petites touches qui donnaient l'impression que quelqu'un vivait vraiment là-bas. Personne n'a vérifié. Pas une seule fois en cette semaine. Mes parents n'ont rien remarqué parce qu'ils étaient trop occupés à satisfaire la liste sans cesse croissante des besoins de Vicky. Ma mère était devenue babysitter à temps plein, femme de ménage, et système de soutien émotionnel pour elle. Elle cuisinait 3 repas différents chaque soir parce que Braxton ne mangeait que des nuggets de poulet, Paisley traversait une phase difficile, et Vicky suivait un régime d'influenceuse qu'elle avait vu en ligne. Elle faisait la lessive de Vicky parce que Vicky était trop fatiguée. Elle nettoyait derrière les enfants parce que les enfants resteront des enfants. Mon père s'était retiré dans son atelier de garage, n'émergeant que pour manger et faire des commentaires passifs-agressifs sur la dureté de son travail pour soutenir cette famille. L'homme n'avait pas eu de travail stable depuis 3 ans. Ma mère était celle qui avait le vrai boulot, gérant un bureau à l'autre bout de la ville. Ma paie d'usine était censée être leur revenu supplémentaire. Et pourtant, il s'était convaincu qu'il était la colonne vertébrale de toute l'opération. Il venait dîner, se plaignait de quelque chose, critiquait tout ce que je faisais, louait tout ce que Vicky faisait, et retournait dans sa grotte. Vicky, quant à elle, s'était installée dans son rôle d'invitée permanente avec une facilité déconcertante. Elle s'était approprié le salon comme son domaine personnel. Ses affaires étaient partout. Elle ne cuisinait pas, ne nettoyait pas, ne contribuait pas aux courses ni aux factures, elle se contentait d'exister, occupant l'espace et les ressources tout en publiant des citations inspirantes en ligne sur le fait de se relever de l'adversité et la force des mères célibataires. Ses réseaux sociaux étaient un chef-d'œuvre de désillusion, des photos soigneusement mises en scène d'elle-même ayant l'air impeccable avec des légendes sur le soin de soi et l'émancipation féminine, des clichés triés sur le volet des enfants avec des hashtags sur la maternité bénie. Les enfants ont empiré sans aucune structure ni discipline réelle. Braxton était passé de gâté à véritablement incontrôlable. Il piquait des crises au dîner si sa nourriture se touchait dans l'assiette, cassait des choses et blâmait les autres ou personne du tout, frappait sa sœur quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait, et personne ne faisait rien à part lui dire d'arrêter de pleurer et d'être la plus mature. Elle avait 5 ans. La réponse de Vicky était toujours de trouver des excuses ou de rejeter la faute sur quelqu'un de commode. Paisley avait découvert qu'elle pouvait obtenir de l'attention en criant, et elle utilisait ce pouvoir généreusement. Elle a aussi commencé à aller dans les chambres et apprendre des choses.
Ma mère appelait ça « explorer ». J'appelais ça du vol. Le sous-sol continuait de se détériorer. Le futon s'est complètement effondré après que Braxton a sauté dessus à plusieurs reprises lors d'une de ses aventures non surveillées dans mon supposé espace de vie. Personne n'a proposé de le remplacer. Les toilettes qui coulaient sont devenues des toilettes qui coulaient constamment, ce que mon père a promis de réparer, la semaine prochaine, pendant 3 semaines consécutives. Un tuyau a commencé à fuir près du chauffe-eau, créant une flaque permanente qui sentait la rouille et la tristesse. Mon collègue, Garrett, est devenu mon confident improbable durant cette période. Nous travaillions les mêmes quarts de samedi à l'usine, des journées de 12 heures qui vous laissaient trop fatigués pour penser, ce qui était honnêtement un soulagement. Garrett était le gars vers qui tout le monde allait pour des conseils. Il était à l'usine depuis 11 ans, connaissait l'histoire de tout le monde, et ne répétait jamais rien de ce qu'on lui disait. Il avait 34 ans, était divorcé, et avait sa propre histoire de dysfonctionnement familial des parents qui privilégiaient son frère. Il a dit que le plus dur n'était pas de partir. C'était d'accepter que les gens qui étaient censés l'aimer, quoi qu'il arrive, avaient posé des conditions tout le long. Une fois qu'il a réalisé ça, tout le reste est devenu plus simple. Mec, celle-là m'est restée. Alan, pendant ce temps, était devenu mon soutien opérationnel et mon officier en chef du moral. Il suivait le calendrier, m'aidait à planifier mes prochains mouvements, et fournissait l'humour noir nécessaire pour survivre. Quand je lui ai parlé de la montre, il s'est vraiment mis en colère pour moi. Puis il a suggéré qu'on trouve quelque chose appartenant à Vicky et qu'on l'endommage accidentellement. Je lui ai dit que c'était mesquin. Il était tout à fait d'accord. Puis il a demandé si je voulais le faire quand même. Je ne voulais pas, mais j'ai sérieusement apprécié l'offre. Une nuit, environ 5 semaines après avoir arrêté de dormir là-bas, j'attendais près de la porte latérale qu'Alan vienne me chercher quand mon père est apparu dans le garage. « Tu as 1 minute ?» Il s'est appuyé contre son établi, les bras croisés. « Les choses se sont compliquées ici. Ta sœur a besoin de plus d'aide que nous le pensions. Les dépenses s'accumulent. J'imagine. J'ai besoin que tu fasses un effort, Colton. » J'ai presque ri. Presque. J'y travaille. Les finances sont serrées avec l'école. Je sais que c'est dur, mais on doit tous mettre la main à la pâte. Il m'a regardé comme s'il s'attendait à de la gratitude. C'est ce que fait la famille, non? Il m'a tapoté l'épaule. A dit qu'il savait que je serais à la hauteur. Alan est venu me chercher ce soir-là. Je savais exactement où les choses allaient, et il n'en avait pas la moindre idée. Le dîner de famille qui a tout terminé était une idée de ma mère. Vicky avait décroché un emploi à temps partiel dans une boutique de vêtements. 10 heures par semaine, salaire minimum, pas d'avantages sociaux, mais apparemment c'était digne d'une célébration. Ma mère a insisté pour un vrai repas de famille. Le timing était presque trop parfait. Cette semaine que je n'avais pas vraiment dormi dans cette maison. Cette semaine à maintenir une performance si convaincante que des acteurs formés en seraient impressionnés. Et ils n'en avaient toujours aucune idée. J'ai failli ne pas y aller. Mais il y avait une partie de moi, la partie qui avait été invisible pendant 19 ans, la partie qui avait absorbé chaque critique, chaque comparaison et chaque rappel que je ne serais jamais assez bien, qui voulait voir leur visage quand ils réaliseraient enfin la vérité. Alors j'y suis allé. La table du dîner était un chaos dès mon arrivée. Braxton refusait de rester assis, sautant sur sa chaise et faisant des bruits d'explosion tout en jouant avec sa nourriture. Paisley n'arrêtait pas de lancer des haricots verts sur son frère, gloussant à chaque fois que l'un d'eux le touchait au visage. Vicky était sur son téléphone, ignorant complètement les 2 enfants. Ma mère essayait désespérément de maintenir un semblant d'ordre tout en servant tout le monde et en s'assurant que chaque préférence alimentaire était respectée. Elle avait l'air épuisée. Les 6 dernières semaines passées à être la servante à temps plein de la famille de Vicky avaient laissé des traces visibles, mais elle ne l'admettrait jamais. Mon père était assis en bout de table, surveillant son royaume avec la satisfaction d'un homme qui n'avait absolument rien fait pour mériter quoi que ce soit. Le rôti était trop cuit. La purée de pommes de terre sortait d'une boîte. Ils ont parlé du nouveau poste de Vicky, de combien ils étaient fiers d'elle pour s'être reprise en main, de comment les choses s'amélioraient enfin pour la famille. J'ai mangé en silence, regardant tout le spectacle se dérouler autour de moi. Environ à mi-chemin du dîner, mon père s'est raclé la gorge de cette façon qui signalait qu'une annonce importante allait arriver. La conversation s'est tue. Même les enfants ont senti quelque chose et sont devenus légèrement plus calmes.
Il a dit que nous devions discuter de la situation du loyer. J'avais 2 mois de retard. C'était 2,8 cents que je devais à la famille. J'ai posé ma fourchette. Vicky a levé les yeux de son téléphone, soudainement très intéressée par la conversation. Le visage de ma mère s'est tendu. Mon père a continué. Il comprenait que l'argent était serré pour tout le monde, surtout pour les jeunes qui débutent. Mais Vicky essayait d'économiser pour son propre logement. Les dépenses du ménage avaient augmenté de façon spectaculaire. Ils avaient besoin que chacun contribue sa juste part. Les mots sont restés suspendus. Ils avaient répété ça, planifié le truc, probablement discuté de la formulation exacte pour que tout paraisse raisonnable. J'ai regardé ma sœur affalée sur sa chaise. J'ai regardé mes parents, qui me faisaient payer un loyer depuis mes 17 ans, alors que ma sœur n'avait jamais versé un centime pour quoi que ce soit dans toute sa vie d'adulte. Et j'ai commencé à rire. Je me suis levé de table, j'ai soigneusement posé ma serviette à côté de mon assiette, j'ai ajusté ma chemise. Comme c'est drôle, ai-je dit. Je n'habite pas ici depuis 7 semaines. Silence. Le visage de ma mère est passé par la confusion, l'incrédulité et la panique. Elle a demandé ce que je voulais dire par là. Je leur ai dit exactement ce que je voulais dire. J'ai déménagé il y a 7 semaines. Le sous-sol a été vide chaque nuit, et pas un seul d'entre vous ne l'a remarqué. Pas une seule fois quelqu'un n'a frappé à cette porte. Pas une seule fois quelqu'un ne s'est demandé pourquoi on ne m'entendait jamais. 7 semaines. Rien. Le visage de mon père est devenu rouge. Il a dit que c'était impossible. Ma voiture était dans l'allée tous les jours. Je la garais là pour sauver les apparences. Je loge chez quelqu'un qui remarque réellement quand j'existe. Vicky a retrouvé sa voix, aiguë et accusatrice. Elle m'a traité de menteur. A dit que c'était juste une autre tentative pour tout ramener à moi. Je me suis tourné vers elle. Je lui ai dit que la famille traversait une période difficile à cause de ses choix, de son incapacité à gérer l'argent ou à élever ses propres enfants. Chaque crise dans cette maison au cours de la dernière décennie portait son nom. Je lui ai dit que son fils avait cassé la montre de notre grand-père, et que sa réponse avait été de me dire que je ne devrais pas laisser d'objets de valeur là où les enfants peuvent les trouver dans ma propre chambre verrouillée. Ma mère a essayé d'intervenir. Elle a dit que j'étais dramatique. Je lui ai demandé quelle famille elle pensait que nous étions. Celle qui annulait mes anniversaires pour les événements de Vicky? Celle qui payait son mariage et sa voiture tout en me disant de gagner ma propre vie? Celle qui voulait me faire payer 1,4 cents pour un sous-sol inondé alors qu'elle vivait ici gratuitement? Mon père s'est levé, m'a traité d'ingrat, a dit qu'il m'avait donné un toit pendant 19 ans. Je lui ai dit que j'avais payé mon loyer à temps chaque mois pendant 2 ans tout en travaillant et en allant à l'école, alors qu'il donnait à ma sœur des milliers de dollars qu'il prétendait ne pas avoir quand j'avais besoin d'aide. J'avais fini de faire semblant que tout cela avait du sens. Il a fait un pas vers moi. Je n'ai pas bronché. Quoi qu'il ait vu sur mon visage, ça l'a fait s'arrêter. Vicky a exigé de savoir qui j'étais pour la juger. Sa vie était dure. Être mère célibataire était épuisant. Je lui ai dit que je n'aidais pas avec des enfants dont la mère les défendait quand ils détruisaient ma propriété. Des enfants sans limite parce qu'elle était trop paresseuse pour en fixer. Des enfants qu'elle utilisait comme bouclier chaque fois que quelqu'un la critiquait. Braxton a commencé sa routine de pleurs dramatiques. Vicky s'est précipitée pour le réconforter, me lançant un regard assassin. Je me suis tourné vers mes parents une dernière fois, je leur ai dit que j'avais déjà fait suivre mon courrier à ma nouvelle adresse, retiré mon nom de tous les comptes communs, pris tout ce qui m'appartenait y compris la documentation de chaque fois où ils prétendaient ne pas pouvoir m'aider tout en finançant le train de vie de Vicky. Ma mère a demandé ce que ça voulait dire. Je lui ai dit que la grand-tante Marlène allait recevoir de la lecture intéressante. Puis je suis parti. J'ai conduit jusque chez Alan. Il m'attendait avec une pizza et un film prêt à être lancé. Il a demandé comment ça s'était passé. Je lui ai dit qu'il n'avait même pas réalisé que j'étais parti depuis 7 semaines. Pas une seule vérification du sous-sol. Pas un seul coup à la porte. 7 semaines de néant absolu. Et il s'attendait toujours à ce que je paye 2,8 cents de loyer en retard. Il m'a tendu une part et a dit que c'était la meilleure chose qu'il ait jamais entendue, même de seconde main. Puis il a demandé si je voulais regarder quelque chose. On a regardé le film. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Le lendemain matin,
mon téléphone affichait 47 messages non lus. Ma mère pleurant sur le fait que j'avais embarrassé la famille. Mon père exigeant que je revienne m'excuser de leur avoir manqué de respect devant les enfants. Vicky envoyant des paragraphes sur la façon dont j'avais traumatisé Braxton et gâché ce qui était censé être son dîner spécial pour célébrer son nouveau travail. Je les ai tous lus, je n'ai répondu à aucun. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'était le coup de grâce qui les attendait. Voyez-vous, j'avais mentionné que je tenais des registres. Ce n'était pas du bluff. Depuis 2 ans, j'avais tout documenté. Chaque fois que mes parents prétendaient ne pas pouvoir m'aider financièrement tout en donnant de l'argent à Vicky, chaque paiement de loyer que je faisais, chaque commentaire désobligeant sur mon éducation ou mon travail, et plus important encore, j'avais documenté l'état du sous-sol pour lequel ils s'attendaient à ce que je paie 1,4 cents par mois. Des photos des dégâts des eaux, des vidéos de l'inondation, des captures d'écran de mes SMS demandant quand les réparations seraient faites, la documentation du futon qui est arrivé cassé et n'a jamais été réparé. J'ai tout envoyé à la sœur de mon grand-père, ma grand-tante Marlène. C'était elle qui contrôlait l'accès à la succession de mes grands-parents, celle que mes parents léchaient depuis des années dans l'espoir d'être inclus dans son testament. Tante Marlène avait 82 ans, toute sa tête. Elle n'avait jamais apprécié la façon dont mes parents me traitaient, mais je ne lui avais jamais donné de preuves concrètes auparavant jusqu'à maintenant. J'ai inclus une lettre expliquant tout, absolument tout. 3 jours plus tard, elle a appelé mes parents. Je n'étais pas à l'appel, mais le cousin de Gareth travaillait au restaurant où ma mère allait. D'après le récit de seconde main, Marlène leur a dit qu'elle était déçue de la façon dont ils avaient élevé leurs enfants, et qu'elle reconsidérerait certains de ses projets successoraux à la lumière de ces nouvelles informations. Mes parents ont perdu la tête. Soudain, je recevais des SMS d'excuses. Ma mère voulait qu'on prenne un café. Mon père suggérait qu'on discute. Vicky a même tendu la main, prétendant qu'elle avait réagi de manière excessive et que nous devrions passer à autre chose, pour le bien de la famille. La succession de tante Marlène valait plusieurs centaines de milliers de dollars. Soudain, bien me traiter avait des incitations financières. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Alan m'a aidé à trouver un spécialiste en réparation de montres qui a pu restaurer la montre de mon grand-père. Ça a pris environ 3 semaines et a coûté plus que ce que je voulais dépenser, mais ça en valait la peine. Le verre a été remplacé. Le mécanisme a été nettoyé et révisé. Elle faisait tic-tac à nouveau, stable et fiable, comme lorsqu'elle était au poignet de mon grand-père. Gareth m'a proposé de prendre des quarts supplémentaires à l'usine. Plus d'heures signifiait plus d'argent, ce qui signifiait des progrès plus rapides vers mes objectifs. J'ai pris tous les quarts qu'il pouvait me donner. Le semestre s'est terminé. J'ai réussi tous mes cours. Je n'ai pas parlé de mes notes à mes parents. Ils n'ont pas demandé. Vicky a tenu environ 4 mois de plus chez mes parents avant que l'arrangement n'implose. Selon les ragots du quartier, elle a eu une énorme dispute avec ma mère pour savoir à qui c'était le tour de garder les enfants. Elle a dit des choses qui ne pouvaient pas être retirées. Elle a déménagé dans un accès de colère dramatique, financé par un énième prêt d'urgence de mes parents qu'elle ne rembourserait jamais. Elle loue un endroit à l'autre bout de la ville maintenant. Elle travaille toujours à temps partiel à la boutique. Elle publie toujours du contenu inspirant sur le fait d'être mère célibataire et de surmonter l'adversité. Mes parents et moi ne nous sommes pas parlé depuis 6 mois. Le silence est étrange parfois. Pas douloureux exactement, juste inconnu. Il y a des moments, généralement tard le soir, où je me demande si j'ai été trop dur, si j'aurais peut-être dû essayer davantage de leur faire comprendre. Puis je me souviens de la montre, du sous-sol, des 1,4 cents pour un futon cassé dans une pièce inondée, et les doutes s'arrêtent. L'appartement d'Alan est devenu un foyer, d'une manière que la maison de mes parents ne l'a jamais été. On partage tout équitablement. On communique comme des adultes. Quand quelque chose casse, on le répare ensemble. Quand l'un de nous a des difficultés, l'autre prend le relais sans compter les points. C'est à ça que la famille est censée ressembler. Du soutien sans comptabilité. Du respect sans condition. Être présent parce qu'on le veut, pas parce qu'on le doit. J'ai juste dû la construire moi-même. Ma grand-mère m'a envoyé une carte d'anniversaire le mois dernier. C'est la seule de ce côté de la famille qui donne encore des nouvelles. Elle avait entendu toute l'histoire par sa sœur, ma grand-tante Marlène. Marlène elle-même a envoyé une carte séparée quelques semaines plus tard. À l'intérieur, il y avait un chèque de $500 et un mot avec presque le même sentiment.
Elle avait aussi mis à jour ses plans de succession. J'ai eu l'impression que mes parents n'allaient pas être aussi bien placés qu'ils l'espéraient. Ma mère a tenté une dernière approche il y a environ un mois. Elle s'est pointée à l'usine, ayant trouvé on ne sait comment où je travaillais. La réceptionniste m'a appelé, l'air confus. Je l'ai trouvée sur le parking, debout près de sa voiture, tenant un café comme une offrande de paix. On peut parler, s'il te plaît? De quoi? D'arranger ça. De redevenir une famille. Elle a tendu le café. Tu me manques, Colton. La maison semble vide sans toi. La maison a abrité 6 personnes pendant des mois. Tu n'as pas remarqué que je manquais à l'époque. Tu sais ce que je veux dire? Sa voix s'est brisée. On a merdé. Je le sais maintenant. On veut arranger les choses. Je n'ai pas pris le café. Tu veux arranger ça? Commence par admettre que tu m'as traité différemment. Que Vicky a toujours été la priorité. Que tu as passé 19 ans à me faire sentir que je valais moins qu'elle. Elle a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. C'est ce que je pensais. Ce n'est pas si simple. Si, maman. Ça l'est. J'ai reculé. Je dois retourner travailler. Elle est restée là un long moment, puis a posé le café sur le capot de sa voiture et est partie. Je l'ai donné à Garrett à ma pause suivante. À tous ceux qui lisent ceci et se reconnaissent dans mon histoire l'enfant négligé, le plan de secours vous pouvez trouver les gens qui vous voient vraiment, et laisser tomber ceux qui ne l'ont jamais fait. Ce ne sera pas facile. Vous douterez de vous-même. Vous vous demanderez si vous êtes trop dur ou si vous en attendez trop. La culpabilité familiale est une chose puissante, et ils l'utiliseront s'ils le peuvent. Et honnêtement, s'éloigner des gens qui ne vous ont jamais vu venir est la vengeance la plus satisfaisante qui soit.